Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une autre découverte pour entrepreneurs et aujourd'hui on parle d'un sujet qui me passionne, j'en ai fait dans le passé. On parle effectivement de rachat d'une entreprise avec Charles-André Morel. J'ai vraiment hâte d'avoir la discussion parce que le racheter une entreprise, c'est beaucoup plus accessible qu'on pense. Il y a beaucoup de solutions. On a fait d'ailleurs dernièrement des TikTok à ce sujet-là et ça a été en feu des questions qui revenaient. Mais où que je trouve les entreprises? Comment que je fais pour acheter? C'est quoi le processus? Comment que je fais aussi pour vendre l'entreprise? C'est quoi les délais que ça prend? Comment que ça se passe un transfert? Alors aujourd'hui, on va parler ça avec Charles-André Morel, qui est le directeur équipe conseil et expérience client au CTEC. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous supportent, qui supportent Alliance Entrepreneur. Sans ces partenaires-là, on ne serait pas capable de faire le contenu, on ne serait pas capable de vous aider, on ne serait pas capable d'aider les entrepreneurs à aller au prochain niveau, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance de Think Tank Entrepreneur. Si vous vivez des difficultés dans votre entreprise, le programme Persévérance est là pour vous. Ne soyez pas gênés, ça peut être gênant, mais en affaires, il y a beaucoup de chance et parfois, il y a de la malchance. Alors, le programme Persévérance est là pour vous aider. Vaut mieux y aller plus tôt que trop tard. Il y a le réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec. Et bien sûr, le CTEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, un partenaire que je suis super content d'avoir. De plus, je vous inviterai à vous abonner à l'infolette d'Alias Entrepreneur. On envoie des trucs et astuces à tous les lundis matin. Ces trucs et astuces-là vous aident à aller plus loin dans votre entreprise, à vous donner des pistes de solutions, des pistes de réflexion. On est vraiment là pour vous aider. On n'est pas là pour vendre des produits. Alias Entrepreneur est une OBNL qui vient en aide aux entrepreneurs du Québec à passer au prochain niveau. Sans plus tarder, bonjour Charles-André. Bonjour Anthony, comment vas-tu? Ça va super bien. Je suis content d'avoir une discussion avec toi qu'on va partager au grand public. C'est pas la première fois qu'on se parle. Et puis la Effectivement. première fois qu'on s'est parlé, j'ai fait Oh! OK, non, il connaît son affaire, puis tu m'as encore plus motivé à pousser plus loin mes projets d'acquisition. Et j'annonce qu'on vient de faire, dans l'imprimerie que je suis actionnaire, on vient de closer une acquisition. J'ai fait affaire avec le CTEC pour une partie, et puis ça s'est super bien passé. Puis c'est grâce à toi, tu m'as aidé, tu m'as accompagné. Puis un gros merci pour ça, Charles-André. Bah écoute, félicitations et bien content pour toi. Alors, en commençant, là, j'aimerais une des questions qui revient vraiment souvent, là, c'est ben, beaucoup de gens peuvent acheter une entreprise, mais pas moi. Alors, est-ce qu'on peut dire qui peut racheter une entreprise? C'est pour qui ça, le rachat d'entreprise? Bah, de base, il faut quand même avoir la fibre entrepreneuriale pour racheter une entreprise. Faut avoir cette volonté d'être entrepreneur et d'accomplir des choses pour soi et également pour les autres, pour les employés potentiels. Donc j'ai envie de dire que toute personne qui a une volonté entrepreneuriale peut reprendre une entreprise. Ça, je dirais, c'est un peu le postulat de base. Maintenant, avant de se dire, bah tiens, je veux racheter une entreprise, c'est de dire, bah, qu'est-ce qu'on veut racheter surtout? C'est quoi un petit peu nos objectifs en termes entrepreneurial? Est-ce qu'on a des secteurs d'activité bien précis qui sont ciblés? Il y a beaucoup de choses en fait qu'il faut penser. Est-ce qu'on a une certaine capacité financière? C'est qui peuvent être mes alliés? Il y a énormément de questions à se poser avant même de pouvoir se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et je pense qu'on va avoir tout le loisir de développer ça au fur et à mesure de notre discussion. Puis ça, je trouve ça très intéressant parce que se lancer en rachat d'entreprise ou se lancer en affaires pour racheter une entreprise, ça peut être un processus de croissance. Alors, au lieu de Tout développer à un fait. nouveau projet, je peux racheter une entreprise qui offre dans ce projet-là pour continuer. D'ailleurs, c'est l'acquisition que j'ai faite, c'est exactement dans ce sens-là dernièrement. Et puis, euh, l'amont de la préparation, si je compare ça un petit peu, on entend beaucoup parler au démarrage d'entreprise, là, mais dans le démarrage d'entreprise, on fait un plan d'affaires, on fait un persona, on fait une idéation, on fait l'analyse des projets. Mais si je comprends bien, avant même de dire Ah, je veux racheter cette entreprise-là, il faut avoir fait un plan préalable sur comment que ça. C'est quoi mes ambitions, c'est quoi mon why, c'est quoi mon what, mon A pour, pour aller dans la bonne direction, là. Oui, ben, c'est très juste au fait ce que tu mentionnes. C'est ce qu'on constate beaucoup sur le terrain, dans le sens où on est très sollicité. Il y a beaucoup de personnes qui nous sollicitent en disant bah, tiens, je veux racheter une entreprise, je suis prêt. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent être prêtes, mais qui ne le sont pas nécessairement. Parce que il n'y a pas de définition suffisamment fine qui a été faite en amont pour dire bah, qu'est-ce qu'on veut vraiment.
quand je vois une personne qui cherche à reprendre un commerce de détail ou une petite usine agroalimentaire, moi, je ne comprends pas forcément la cohérence. Donc, il y a un travail à faire en amont. Et nous, au CETEC, on est là pour vraiment aider ces personnes-là à alimenter leur réflexion avant de se lancer vraiment dans la recherche précise d'une entreprise. Et c'est très, très important. Donc, ce n'est pas un plan d'affaires qu'on leur demande de faire, mais c'est plus déjà comprendre quelles sont leurs compétences. C'est quoi leur parcours? Qu'est-ce qui les amène aussi aujourd'hui à reprendre une entreprise? C'est important. Se dire aussi, c'est quoi ma capacité financière? Parce que il y a plein de choses qui existent au niveau financier. Tu peux partir dans plein de directions, mais il faut quand même se commettre un minimum. Ça c'est quand même quelque chose à avoir à l'esprit, surtout pour une première acquisition. C'est très, très, très rare sur une première acquisition de mettre zéro de mise de fonds et puis de pouvoir acquérir une entreprise. Donc, il faut quand même avoir un minimum de mise de fonds parce que tout conseiller financier qu'un acheteur pourrait rencontrer, bah forcément, il est prêt à appuyer n'importe quel projet, tant et aussi longtemps qu'il est solide, mais il ne veut pas être seul à prendre le risque. Et le Quand on risque, il parle va de être... conseiller financier, on parle de banquier On parle de banquier, effectivement. J'ai généralisé en disant conseiller financier, mais oui, le banquier, les banques sont très ouvertes en plus à financer des projets de relève, mais il y a toujours un risque limité qu'ils le prendre, et puis un partage de risque surtout. Et le partage de risque, j'y reviendrai tout à l'heure si tu le souhaites, il est au niveau de l'acheteur, il pourrait même être au niveau du vendeur. On ira peut-être plus loin là-dessus. Mais j'aimerais, vu qu'on est dans le financement, parce que c'est un sujet qu'on se fait beaucoup poser comme question, j'ai pas d'argent, c'est facile pour toi racheter une entreprise, tu as de l'argent, tu as ci, tu as ça, puis surtout quand c'est Serge qui en parle, là, ça revient souvent là, dans le TikTok qu'on a fait, c'est Serge qui en parlait. Tu as un gros réseau de contacts, c'est sûr que tu vas trouver des entreprises à vendre, tu vas avoir les meilleurs deals, moi je ne pourrais pas avoir ces deals-là, mais j'aimerais qu'on reparle au côté financement, parce que Oui, la première étape que tu as mentionnée, là, avant même de regarder pour le rachat d'entreprise, c'est de se connaître soi-même. C'est de savoir exact. qu'est-ce qu'on veut, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va aller chercher. C'est aussi d'apprendre la littératie financière, j'imagine, d'une transaction. Parce que Exactement. il faut étudier c'est quoi un BAYA, un bénéfice avant amortissement, intérêt, impôt. C'est quoi les ratios dans ce secteur-là qui devraient être raisonnables pour acheter le BAYA? Parce qu'il y a beaucoup de transactions qui se font sur un multiplicatif de BAYA, si je ne me trompe pas. Exactement. Effectivement, il y a une grande partie des évaluations d'entreprise sont axées sur le BAYA. Alors je suis pas évaluateur expert, donc je ne veux pas non plus induire qui que ce soit en erreur, mais c'est la ligne comptable de référence. Et après, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en considération pour dire c'est quoi le multiple qu'on applique sur cette moyenne de BAYA. Mais c'est ça qui détermine généralement la valeur d'une entreprise. Il y a plein de Puis il y a techniques qui peuvent être utilisées aussi. Il y a d'autres façons, exactement. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de préparation en amont, parce que quand on va rencontrer le vendeur de l'entreprise, c'est important de connaître c'est quoi ses attentes, comment que lui a évalué l'entreprise pour pas dire, ah, moi je l'évalue de telle façon, puis on est vraiment off. Ben, il faut comprendre pourquoi que lui, c'est quoi son processus d'évaluation pour voir si ça fait du sens aussi, là. C'est très très juste et c'est un enjeu aujourd'hui dans une grande partie des entreprises qu'on peut constater parce que on peut forcément parler des grosses entreprises qui nécessairement sont toujours évaluées, mais il faut penser à la petite PME qui emploie peut-être 5, 6, 7 personnes, qui est peut-être profitable mais pas énorme et pour lequel des fois le faire évaluer son entreprise ça peut être un coût où on ne voit pas nécessairement la nécessité. Et, il y a une grosse majorité des personnes qui vendent leur entreprise qui sont propriétaires, qui sont fondateurs pardon, de l'entreprise. Et donc, quand on est fondateur de l'entreprise, c'est vendre aussi son petit bébé et c'est parfois donner peut-être une valeur émotionnelle à son entreprise qui est peut-être pas la valeur de marché. Donc, ce que tu dis, c'est plus que juste dire il faut être en mesure d'avoir une évaluation juste, qu'on appelle la juste valeur marchande, quelque chose qui fasse du sens et que quand un repreneur potentiel va se présenter devant ce vendeur-là, qu'on soit en mesure de justifier comment on a calculé ce prix, comment on arrive à ce prix-là. Et après, ce prix-là peut être challengé par l'acheteur parce que des fois, les méthodes de calcul peuvent être challengées, il peut y avoir des négociations, dire moi, je suis pas d'accord sur la manière dont c'est calculé parce que ça a dû être pris d'une autre manière, etc. Donc ça, c'est important. Ça, c'est côté vendeur, de partir du principe que toutes les entreprises ne sont pas évaluées comme telle qu'elle devrait l'être, si tu veux. Donc ça, c'est un point important. Mais quand tu es acheteur, c'est être en mesure de comprendre ces éléments financiers pour dire comment ça a été calculé pour pouvoir
s'assurer que est-ce que c'est le prix est juste, est-ce qu'on est dans la bonne braquette, est-ce que la personne est totalement dans le champ, ou est-ce que je suis peut-être en mesure de faire un excellent deal. C'est ça qu'il faut être en mesure de regarder. Puis c'est ça que j'aime beaucoup dans cette discussion-là, c'est qu'au CETEC, vous pouvez préparer en amont. Tu sais, les premiers cours, là, c'est pas d'y aller à aller, on va pas targeter puis tout de suite aller se mettre dans la gueule du loup, comme que j'appelle, là. On va regarder vraiment, est-ce que je comprends, est-ce que j'ai les bases, Puis ça va mettre en confiance aussi l'acheteur, là. Ben, c'est vraiment avec le temps, ce qu'on essaie toujours de développer de plus en plus. Et c'est pas de prendre un repreneur directement puis d'aller le présenter à un vendeur, c'est vraiment de faire toute cette analyse en amont de soi-même, de ses capacités, de ses compréhensions quand on reprend une entreprise, des enjeux qui sont aussi représentés, parce qu'on peut parler des enjeux financiers, on peut parler des enjeux de culture d'entreprise, on peut parler des enjeux de pénurie de main-d'œuvre. Il y a beaucoup de choses aussi qui entrent en considération quand on prend une entreprise. Il ne faut pas penser que c'est uniquement une question financière. Il y a une question de pérennité d'entreprise, il y a des questions des enjeux humains. Et quand je parle d'enjeux humains, je ne parle pas forcément avec les employés, je parle entre l'acheteur et le vendeur. Cette relation acheteur-vendeur aussi, elle est essentielle pour pouvoir garantir un certain succès dans la prise d'entreprise. Et la beauté de la chose, quand on reprend une entreprise, c'est qu'il y a énormément de choses qui se négocient. Donc le prix est une chose hyper importante, mais il y a tellement d'autres aspects qui peuvent se négocier que c'est ça la beauté de la chose quand on reprend une entreprise. Puis du côté humain, là, le réseau Mentorat offre justement un support Oui, avec un mentor pour le transfert d'entreprise, autant pour le cédant que l'acquéreur, là. Alors, le réseau Mentorat sont là pour vous aider du côté humain. C'est important d'être bien accompagné, de parler des frustrations. Ça passe par une panoplie. Il y a de l'anxiété aussi pour l'acheteur, autant que pour le cédant, là. OK, il m'a parlé de ça, ça, ça. Qu'est-ce qui se passe? Être capable de le faire. Je l'ai vécu. C'est pas toujours simple, là. bah, c'est sûr, c'est un enjeu hein, pour un cédant, un vendeur de vendre son entreprise. C'est une étape de sa vie et il veut déjà s'assurer de trouver la bonne personne, s'assurer aussi peut-être que son entreprise va être pérenne dans le temps. Tu sais, quand tu as développé une entreprise pendant 15, 20, 25 ans de ta vie, bah, une fois qu'elle ne t'appartient plus, bah, je pense que tu peux être content quand tu repasses devant ton entreprise, de voir qu'elle est toujours en activité, de voir qu'elle se développe, qu'elle continue, et de dire que tu as contribué aussi à ça. Puis ça, c'est tellement un bon point que tu viens de mentionner, puis c'est de trouver le bon cédant qui veut avoir la même vision que toi. Alors, si en amont, tu as bien défini ta vision, tu as bien établi ça, puis tu vas chercher une connexion avec le cédant, ça peut faire que tu vas trouver un meilleur deal parce que justement, Ah bah, vous bien sûr. partagez la même vision, puis il va vouloir t'aider à aller de ce côté-là. Mais j'aimerais qu'on revienne au Oui, financement parce finance, que ouais, effectivement. si j'ai pas d'argent, là, moi, j'ai pas d'argent, Charles-André. Je commence dans la vie. J'ai pas beaucoup d'argent de côté. J'ai une petite famille chez moi. Euh, Comment que je fais pour, tu sais, aller chercher une entreprise? Est-ce que je peux penser à un partenaire stratégique que lui va m'aider financièrement? Bien sûr. Ah oui, c'est totalement envisageable. Il faut trouver des solutions. Peut-être que tu n'as pas, toi, la capacité personnelle d'acheter une entreprise, mais peut-être que tu as des personnes que tu connais ou que tu ne connais pas encore qui pourraient t'appuyer. Il y a des personnes qui sont prêtes aussi à aider, avec des intérêts financiers derrière, on s'entend, mais à aider des entrepreneurs qui ont un bon profil, qui ont la capacité à prendre une entreprise, à la développer et l'amener à un autre niveau, et en disant, bah, tiens, je veux appuyer cette personne parce qu'elle va être en mesure d'emmener la compagnie plus loin. Alors, ça peut être des investisseurs externes qu'on peut rencontrer. Ça peut être aussi au niveau de la famille. Il peut y avoir du love money. Donc le love money, c'est aussi une option à laquelle on peut penser au niveau de ses proches, peut-être de trouver la mise de fonds de départ qui va nous permettre de franchir la première marche et d'aller plus loin. Et je te dirais qu'il y a mais il y a beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés à investir dans des entreprises qui présentent un potentiel de développement. Et si toi, tu es en mesure de prouver que tu es la personne adéquate pour emmener l'entreprise à un autre niveau, il y a des personnes qui vont te suivre. Il faut croire aussi en tes capacités, en ta capacité à développer une entreprise que tu auras bien ciblée pour aller trouver les bons partenaires. Puis là, ça m'apporte aussi à
la réflexion que j'ai depuis tantôt quand on parle, là, c'est qu'on ajoute 100% de l'entreprise. Si moi, je travaille dans une entreprise, puis je suis comme, ah, j'aimerais ça être partenaire, est-ce que c'est plus facile de faire financer un pourcentage? Je m'entends bien avec le propriétaire actuel, je suis un employé clé de l'entreprise. Est-ce qu'il y a moyen d'aller se faire financer un pourcentage de cette entreprise-là pour commencer avec cette relève-là, pour tranquillement avoir plus de parts peut-être, puis Bien acheter sûr. l'entreprise un jour? Je te dirais que c'est un peu le schéma idéal quand on n'a pas forcément beaucoup de moyens ou même quand on se lance dans l'aventure, c'est ce genre de schéma qu'on aimerait voir plus souvent. J'explique un peu pourquoi on aimerait le voir plus souvent, parce que reprendre une entreprise, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est quelque chose de progressif. Il y a beaucoup d'enjeux financiers, humains, et quand tu penses avoir les bonnes compétences et quand tu as un bon fit avec le vendeur, de dire pourquoi on n'aurait pas un plan sur 3, 4, 5 ans pour reprendre l'entreprise et tu as un plan progressif dans lequel tu vas reprendre l'entreprise. Donc, si au début, tu dis, moi, j'ai les moyens de reprendre peut-être un 20% de l'entreprise, tu démarres là-dessus. Tu as un rôle opérationnel important aussi dans l'entreprise. Et puis, tu as une transition qui se fait en douceur et puis tu apportes ta pierre à l'édifice. Et une fois que tu démarres là-dessus, tu vas voir que ce 20% que tu as pu mettre au début, qui peut être une somme bien moins importante que ce que tu pouvais imaginer au départ, derrière, quand tu vas aller voir ta banque en disant, regarde, moi, ça fait 2 ans que je suis dans l'entreprise, j'ai 20%, j'aimerais passer mes parts à 50% ou devenir peut-être même majoritaire. Si tu es en mesure de montrer ta connaissance de l'entreprise, ce qui a été fait, ce que tu as pu développer, la relation que tu as avec le cédant, et puis aussi le fait d'être connu des employés de l'entreprise, tout ça, c'est plein d'éléments qui vont dans le sens de dire, on va être en mesure de pérenniser l'entreprise et d'avancer. Et tu as beaucoup plus de chances de succès et de pérennité de l'entreprise quand il va de manière progressive, parce que tu fais une transition en douceur. Et c'est quelque chose qui est très pertinent, je te dirais, que ce soit pour les employés. Tu minimises ton risque aussi. Et ce qui m'amène aussi à apporter aussi un point, j'en parlais un petit peu dans notre introduction, le vendeur peut participer au financement. Parce que quand il te voit, toi, en étant un bon entrepreneur, avoir un bon profil, avoir une belle vision, lui va se dire, je sais que, si je prends ton exemple, je sais qu'Anthony, c'est la personne qui va être en mesure de pérenniser l'entreprise et peut-être que le rachat des parts, ou même le premier 20%, peut-être que tu vas mettre zéro de mise de fonds. Il va dire, regarde, je te donne 20% des parts et tu n'auras pas de dividendes pendant X temps. Et les dividendes, je les prends pour me rembourser. C'est une option qu'on peut voir. Puis là, tu parles de 20%, puis c'est pas partir dans la tête de 20%. On peut commencer avec un 5%, Un un 2%, 5%, un exactement, 1%, dépendamment de la grosseur de l'entreprise. Il ne faut pas partir. C'est pas parce que tu as exact. 1% d'une entreprise qui vaut 10 millions que c'est pas bon. Oui. 1% d'une entreprise qui vaut 10 millions, c'est plus que 20% d'une entreprise qui vaut 100 000 Alors, Exactement. c'est de partir avec la. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis je rajouterais un point intéressant, si tu me permets, puis j'aimerais ça que tu challenges ce point-là. Commencer en étant à l'emploi de l'entreprise avant de racheter, ça permet aussi de voir comment que ça gère vraiment. Est-ce que les chiffres sont vrais? Est-ce que les chiffres sont bons? Est-ce que la culture de l'entreprise est bonne? C'est quoi les changements que je veux faire? Ça permet vraiment d'établir ton plan de croissance par la suite aussi, là. Oui, effectivement. Alors, je pondère un tout petit peu ton point parce que tu sais, démarrer juste en étant à l'emploi dans l'entreprise, c'est se faire embaucher pour dire après, est-ce que je vais la reprendre ou pas. L'enjeu peut-être un petit peu gros aussi pour le vendeur, dire j'emploie une personne qui pourrait reprendre avec aucune garantie, c'est un peu plus dur. C'est pour ça que le fait de prendre une part de l'entreprise, peu importe le montant, que ce soit 1, 5, 10, 20%, ça a déterminé par rapport aux moyens et par rapport au plan qui est déterminé, c'est mieux parce qu'il y a quand même un engagement de la part du vendeur de se dire à partir du moment où tu prends des parts, tu sais que tu t'engages et que tu t'inscris dans un schéma. Donc ça, c'est important aussi à considérer, de se dire de pas être juste à l'emploi, puis je vais voir si ça me plaît pour me positionner sur l'achat, mais il faut quand même se commettre un petit peu en amont parce que si le vendeur, lui, il t'identifie comme sa relève potentielle, puis qu'au bout d'1 an ou 2, tu dis finalement, j'y vais pas, je vais dire j'ai peut-être perdu 2 ans à trouver le bon acheteur. Donc il y a quand même des enjeux côté vendeur qu'il faut considérer. Donc c'est un petit peu limité. Ce qui m'ouvre juste un tout petit point, si tu permets, Oui. Anthony. Par contre, si on est intéressé par l'entrepreneuriat et de dire, tiens, j'aimerais bien démarrer à mon compte, ça fait longtemps que je suis dans mon entreprise, je suis performant, je ramène de l'argent à l'entreprise, mais j'aimerais peut-être me mettre à mon compte. Mais est-ce que c'est pas l'entreprise dans laquelle tu travailles que tu pourrais racheter justement?
tu es déjà impliqué. Peut-être que le propriétaire actuel, c'est peut-être une personne qui, je sais pas moi, qui a dans la cinquantaine, 55 ans, il est peut-être pas encore prêt à partir en retraite. Par contre, il est prêt à anticiper sa relève. Et là, j'invite aussi, si des cédants nous écoutent aujourd'hui, des potentiels cédants, des propriétaires d'entreprise, de penser à leur relève très en amont. Ça se prépare aussi, et peut-être que la relève est peut-être déjà dans l'entreprise. Et j'ai eu des cas des très très beaux cas de succès de personnes qui ont vendu leur entreprise à des employés, à plusieurs employés qui ont pris l'entreprise. Donc ça, c'est une option à envisager aussi. Ben, on le voit souvent, tu sais, c'est commun dans le domaine du droit ou comptable, où est-ce que c'est les associés, c'est les comptables qui deviennent associés. Ben, Exact. ça peut se faire dans d'autres types d'entreprises aussi. Mais quand tu parles de prévoir d'avance, c'est quoi d'avance? Parce que je peux, dans ma tête, 6 mois, ça peut être long. Est-ce que c'est 6 mois, c'est 2 ans, c'est 5 ans, c'est 10 ans? C'est quoi un bon délai, là, de dire, OK, si on prévoit ça sur cette période-là, on devrait réussir notre transfert? Je dirais pour avoir c'est variable en fonction aussi de l'entreprise et de la situation du propriétaire, mais de prévoir ça au moins dans un horizon de 3 à 5 ans, ce serait déjà très bien. Ce serait déjà très bien parce que il y a plein de choses à faire quand tu veux vendre aussi ton entreprise. Il faut qu'elle soit à jour sur pas mal d'aspects. Il faut qu'elle soit anticipée. Il peut y avoir des enjeux fiscaux à considérer. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. C'est ce qu'on constate malheureusement trop souvent avec des vendeurs d'entreprise qui, quand ils viennent nous voir, ils veulent vendre et puis ils pensent pouvoir bénéficier de l'exonération de gain en capital. Ils pourraient, mais il y a tellement d'aspects à considérer en amont que disent ah ok, mais alors si je veux sortir mes liquidités de l'entreprise, il faut que j'ai une compagnie de gestion, et pour que je puisse bénéficier de l'exonération, il faut que ma compagnie de gestion ait au moins 2 ans d'existence. Donc c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que j'attende au moins 2 ans pour le faire. Ça, quand ils le savent pas, ça repousse le projet. Eux, quand ils viennent nous voir, ils pensent que ça va se passer dans l'année qui suit, puis ils se rendent compte que finalement, c'est peut-être dans 2 à 3 ans que l'entreprise sera, qui pourra la vendre s'il veut bénéficier en tout cas de ces exonérations fiscales. Donc c'est pour ça qu'au plus tôt tu y penses, au mieux ce sera, et au mieux tu pourras même intégrer ta relève dans l'entreprise, parce que si on parle de relève progressive, plus tôt tu y penses, au mieux ce sera, et tu vas même augmenter tes chances de pérenniser tout ce que tu as fondé au sein de ton entreprise. Puis Donc, ça va aussi motiver l'employé qui dit, ah, moi, j'ai à cœur cette entreprise-là, j'y vais, je fonce. Ben, si il y a un petit peu de part dans l'entreprise, ça va éviter qu'un offre d'un concurrent, ça bien va, sûr. ça va éviter qu'il fasse au premier concurrent qui arrive. J'ai investi beaucoup de temps en formation dans cet employé-là, ben, il partira peut-être pas aussi facilement, là. Exactement, exactement. Puis, on peut soulever même un autre point, hein. On est sur un marché qui est complexe actuellement, notamment sur la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que c'est pas une bonne façon de fidéliser ses employés en leur proposant des parts dans l'entreprise, en ayant un plan long terme? Ça peut être aussi une façon de se dire, tiens, il faudrait que j'attache mes employés à l'entreprise, et j'ouvre une partie de l'actionnariat à mes employés pour les fidéliser. Et en plus, ils vont s'impliquer, parce que s'ils sont impliqués au niveau de l'actionnariat, forcément, les résultats et leur engagement sera d'autant plus fort par la suite. Puis ça, je trouve ça super intéressant. Il y a une entreprise dans ma région de construction qui a fonctionné de cette façon-là, il donnait des parts aux employés avec la performance, il y avait un pourcentage des actions de l'entreprise qui était fait vraiment pour les employés, puis il y avait tout un processus de rachat de ces actions-là, mais ça faisait qu'il y avait des dividendes année après année, il y avait des bonus, si l'entreprise allait bien, mais tout le monde en bénéficiait dans l'entreprise. Ça crée un climat de travail. Ceux que je connais qui travaillent là, c'est un climat de travail qui est juste formidable. Alors, je trouve ça super intéressant. Puis là, j'aimerais ça qu'on parle de l'autre gros sujet quand on parle de Oui, rachat d'entreprise. On a parlé beaucoup de financement. Alors, la morale de l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut voir en financement. Ça se finance mieux qu'on peut penser, puis il y a des oui. stratégies. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'argent. Si vous avez les compétences, puis vous pensez être le bon candidat pour amener l'entreprise au prochain niveau, allez voir le CETEC, il y a des financements créatifs qu'on est capable d'aller chercher. Vous êtes à l'emploi d'une entreprise, vous aimeriez avoir des parts, allez oser poser la question au propriétaire. Hey, bonjour, est-ce que tu crois que je pourrais être partner avec toi un jour? J'aime vraiment la vision, j'affirme l'entrepreneuriat, j'aimerais ça être en affaires, partager cette vision-là. Puis, je suis à peu près certain qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de propriétaires de petites entreprises qui seraient plus que contents de se faire poser cette question-là par leur Bien employé. sûr. Mais l'autre question
Charles-André? Où je les trouve, ces entreprises-là, à vendre? Si je ne suis pas à l'emploi, là, on oublie, là, je ne suis pas à l'emploi, là. Ceux qui ont des gros réseaux de contacts, c'est facile, là, mais moi qui n'ai pas de réseau de Ouais. contacts, là, je n'y trouverai pas ces entreprises à vendre là. Ça c'est une autre paire de manches, je te dirais, de ce côté-là, parce que c'est un marché qui est quand même assez opaque, de vendre une entreprise. Il y a tellement d'enjeux autour de la confidentialité. Vendre une entreprise, comme je dis souvent, c'est pas comme vendre une maison. Tu mets pas un panneau devant la maison mettant à vendre. Tu fais pas ça avec une entreprise. Tu as des employés, tu as des clients, t'as des compétiteurs, tu as des fournisseurs. Si ça commence à savoir que tu es à vendre, ça va créer de l'instabilité aussi autour de l'entreprise. Donc, il y a pas mal d'enjeux. Donc, la confidentialité est de mise et c'est assez rare que les vendeurs s'affichent au grand jour comme ça en disant je suis à vendre et puis je veux rencontrer des acheteurs. Donc, il y a tous ces aspects confidentiels qui sont importants. Il y a beaucoup de canaux qu'on peut trouver, mais c'est assez diffus. Les marchés sont assez diffus parce que ça peut passer au travers de certains CPA parfois qui, eux, ont des clients puis qui sont au courant des entreprises qui sont à vendre. Ça peut être aussi au niveau des avocats. Il y a des firmes privées aussi qui s'en occupent. Et puis nous, au CETEC, on a un répertoire qu'on appelle l'index, qui a pour but justement de mettre de l'avant des opportunités d'entreprises à vendre sur toute la province de Québec, donc sur vraiment les 17 régions administratives. Et donc, les canaux sont différents. C'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse et dire que nous, au CETEC, on a un répertoire aujourd'hui sur l'ensemble de la province, mais on peut être une ligne parmi d'autres qui est lancée dans ton réseau de contacts, si tu connais des avocats, des CPA, peut-être même des courtiers, ça peut être aussi une façon d'aller chercher des entreprises. Puis je dirais même ta famille, tes amis, le père d'un ami. Moi, la première entreprise que je suis devenu associé qui s'appelle enzosolutions.ca, qui est un logiciel de rédaction de rapports pour les inspecteurs en bâtiment. Comment que ça s'est fait? J'étais allé souper chez un ami où est-ce qu'il y avait une fête quand j'étais à l'université. On est allé sur le bateau, j'ai jasé avec le père. Et puis, j'ai eu un clic avec le père comme formidable. Puis, j'ai demandé, tu ne cherches pas un partner dans ton entreprise? Puis, il y avait une startup qui partait. Puis, c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai osé le demander. Mais, puis, c'est là que je veux revenir au CETEC parce que tu as parlé de l'index, tu as parlé des Ouais. entreprises qui sont listées, mais il y a énormément d'entreprises qui ne sont pas listées et qui cherchent des repreneurs. Exactement, exactement, parce que c'est plus facile pour un acheteur de dire qu'on veut acheter une entreprise qu'un vendeur dire je suis à vendre. Je rebondis sur ce que tu dis parce que tu disais qu'il ne faut pas hésiter à aller voir son boss, son patron pour dire est-ce que tu cherches pas un partenaire? Quand on a un projet défini d'achat d'entreprise, faut en parler. Faut en parler très ouvertement. Je veux dire, il y a pas d'enjeu majeur quand on est acheteur. Et c'est là où le bouche à oreille va peut-être avoir son effet. Quand on est vendeur, c'est un petit peu différent parce que là, ils sont beaucoup plus prudents. Donc nous, on a tout un processus confidentiel autour de la mise en relation entre les acheteurs et les vendeurs pour justement garantir qu'il n'y ait pas de fuite d'informations, qu'on signe aussi des ententes de confidentialité avant même qu'il y ait une rencontre qui s'effectue pour limiter les risques de diffusion d'informations. Parce que c'est à partir du moment où tu sais que l'entreprise dans laquelle tu travailles est à vendre, tu dis ok, mais je connais mon patron actuel, je sais pas qui y aura demain, ça crée de l'instabilité, puis tu vas peut-être commencer à regarder ailleurs. Et si tu as un employé clé de l'entreprise et que tu quittes en cours de route, ça peut aussi impacter la valeur de ton entreprise derrière, parce que perdre un employé clé, c'est perdre aussi de la valeur dans ton entreprise. C'est tellement vrai. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Puis j'ai aimé, si on tourne du côté de l'acheteur, là, dites-le, moi je veux être entrepreneur, j'ai pas nécessairement l'idée de partir, je veux racheter une entreprise. J'ai fait l'étude, je me connais, j'aimerais ça aller dans le secteur du commerce de détail, dans la région de l'Estrie. Je suis ouvert aux discussions, j'ai fait des montages financiers, je connais, si vous connaissez des gens que leur entreprise est en bonne santé ou qui recherchent de la relève, je suis ouvert d'esprit. Mais en parlant, tôt ou tard, vous allez frapper quelqu'un qui va C'est faire sûr. pouf, pouf, pouf. Le monde de l'entrepreneuriat, c'est un petit monde, là. Oui, oui. Et puis, il faut se dire aussi que dans les enjeux côté vendeur, de pas trop le diffuser, si
Si tu en parles à des proches, etc., bah, des fois, de manière très avec parcimonie, l'information peut se diffuser. Puis dire, bah, attends, si jamais tu penses à vendre ou si tu commences à émettre le souhait de dire, bah, tu sais, là, je commence à être un peu fatigué, un peu tanné. Je me pose la question de dire, bah, est-ce que ça va pas être le moment de vendre? Elle m'a dit, bah, regarde, c'est marrant que tu m'en parles. Il y a 2 mois, dans une activité de réseautage, j'ai parlé à quelqu'un qui cherche une entreprise et ça pourrait être totalement cadré. Donc, des fois, c'est quand on en parle qu'on crée les opportunités de toute façon. Puis là, on revient en amont, avoir un message clair, savoir qu'est-ce qu'on veut, c'est la même chose du marketing dans son C'est sûr. entreprise. C'est, Tu sais, c'est, c'est il faut que tu aies un message laser, il faut qu'en 90 secondes, la personne sache qu'est-ce que tu veux. exactement, exactement. C'est pour ça que la préparation elle est importante. Que tu sais, faut pas dire tiens, je voudrais reprendre une entreprise, puis là tu te lances dans un magasinage d'entreprise. C'est pas du tout ça. Et c'est pas du tout nous ce qu'on invite à faire au CETEC. Justement, on veut qu'il y ait un plan de ciblage. On veut que le profil de l'entreprise idéale soit bien défini en amont pour justement scorer. Parce que quand tu vas te présenter sur ces 90 secondes, tu sois right to the point. Alors, si je résume, où est-ce que je les trouve là? On peut les trouver dans l'index du CETEX. Dans l'index du CETEC, Il y a d'autres index qui existent, mais il y a l'index du CETEC. Alors, on s'inscrit, c'est un petit montant, un petit ouais, frais il y annuel, a un là. petit frais parce que en plus de parce que tu n'es pas uniquement inscrit sur notre plateforme, tu es aussi accompagné par un conseiller en fonction de la région dans laquelle tu résides. Donc forcément, bah, tu auras un conseiller expérimenté qui va te challenger, qui va te permettre aussi de mûrir ton projet, d'alimenter ta réflexion et de t'assurer que tu sois suffisamment prêt avant d'aller rencontrer des vendeurs. Donc ça, c'est au niveau du CETEC. Après, il existe des plateformes que tu peux trouver en ligne qui Mais, existent, donc acquisition.biz, la vitrine ou des choses comme ça. mais on parle vraiment d'index, mais Ouais, il ne faut pas négliger là, en prenant l'abonnement au CETEC, vous allez avoir la formation. Puis je ne pousse pas le CETEC, j'y crois, là, on a jasé, puis moi je viens de réussir une transaction en collaboration. Et puis la deuxième partie, là, c'est toutes les entreprises qui ne sont pas dans les index. Il ne faut pas ah négliger bah, ça. tout- Il faut pas négliger il y a ça. énorme, la grosse majorité des entreprises ne sont pas affichées. Tu les auras pas. Donc, c'est pour ça qu'en parlant, c'est important de développer son réseau, qui est extrêmement important. Ça peut être des avocats, ça peut être des comptables aussi qui ont des deals à avoir. Donc, faut Les développer. banquiers, les Les banquiers. banquiers, ben, effectivement, les banquiers Euh, aussi. puis, euh, puis je rajouterais aussi de se brander, de dire que je suis un repreneur, dans jaser, de pas être gêné, de dire je veux me lancer en affaires. Moi, le rachat d'entreprise, je trouve que c'est tellement un beau moyen de se lancer en affaires. Il ne faut pas être gêné, puis d'en parler, puis de le dire, regarde, moi, c'est ça mes qualités, j'ai pas encore beaucoup d'argent. Tu vas peut-être trouver un partenaire financier que lui, il va avoir une Bien idée de sûr. projet, tu vas embarquer comme managing partner dans ce projet-là, tu vas avoir des shares de ce projet-là, puis pas. Puis aussi, je rajouterais de où est-ce que tu travailles, c'est une belle option. Tu aimes ton entreprise, où est-ce que tu travailles, tu peux être partenaire. Il y a tellement d'options de devenir un repreneur qu'il Oui. n'y a pas de raison de ne pas amorcer des discussions dans ce sens-là. Mais là, j'aimerais ça qu'on parle, qu'on gère les attentes, Charles-André. Parce que entre commencer à se préparer puis la transaction d'une entreprise, il y a des délais. Bien OK? sûr. Euh, Ça peut être long. pour- c'est ça que j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu pour préparer les acquéreurs, puis aussi les cédants pour pas qu'ils fassent ah, ben là, ça fait 3 semaines qu'on jase, c'est pas vendu, là. Ah oui, Euh, non, non, non. Les c'est... délais peuvent être très longs. On Euh, peut-tu en parler un petit peu? Bien sûr, bien sûr. Bah, si on se positionne quelqu'un qui va vendre son entreprise, faut pas se dire qu'elle va la vendre comme ça au premier venu. C'est un processus qui va prendre du temps à différents niveaux parce que déjà faut trouver la bonne faut trouver d'une part la bonne personne, faut que la personne se positionne, il y a une première négociation. En fait, il y a plusieurs étapes en fait, quand tu rachètes une entreprise. Avant de faire une offre, je vais faire un peu l'analogie, si tu veux, avec l'achat d'une maison. On va passer au travers des étapes. Je trouve Ah bah que c'est c'est un parfait. super timing. On va passer au travers des étapes, puis on va parler un petit peu des délais au final, là. Je pense Ouais, on doit prendre un 5 minutes pour en parler, là. ouais. Bah, côté vendeur, les étapes, je dirais que le nerf de la guerre, c'est de savoir c'est quoi la valeur de ton entreprise. Est-ce que tu es prêt à vendre l'entreprise? Est-ce que tu as un bon setup au niveau fiscal? Est-ce que tout est canné pour être vendu? Ça va être la première étape avant de dire je suis à vendre, je me suis préparé, j'ai fait un petit nettoyage de mon entreprise
et je suis une belle entreprise à être sur le marché de la vente. Ça, c'est le premier point côté vendeur. Et ça prend du temps de se préparer. Comme je disais tout à l'heure, c'est des fois, si tu as de la liquidité à sortir, etc., faut l'avoir à l'esprit. Donc, il faut s'y prendre le plus tôt possible et l'anticiper. Puis, je fais juste pour côté vendeur, là, 2 ans, hein, compagnie de gestion créée, puis de sortir de liquidité pour Exactement. l'exonération en capital. Je veux juste qu'on le rappelle là, pour pas se prendre à la dernière minute. Puis là, on va Ben, aller exactement. du côté acheteur maintenant. Alors, côté acheteur, je fais l'analogie, je te dirais, avec un achat immobilier. Quand tu achètes une maison, déjà, tu détermines un peu les critères qui sont importants. Est-ce que tu veux un condo, le nombre de chambres, est-ce que tu veux de la lumière, est-ce que tu veux qu'il y ait un stationnement, enfin, tu détermines tes critères. Bah, tu essaies de déterminer les plus gros critères, ceux qui sont les plus importants pour toi, en tout cas pour une entreprise. En partant du postulat de base que l'entreprise parfaite n'existe pas. Donc, il y aura forcément une flexibilité à avoir dans les critères et que tu ne vas pas trouver l'entreprise de tes rêves du jour au lendemain. C'est un point que tu dois avoir à l'esprit dès le départ. Comme la maison Ensuite, parfaite n'existe pas. et comme la maison parfaite. Mais par contre, la maison parfaite n'existe pas, mais après, tu vas peut-être pouvoir la mettre à ton goût, faire des changements. Elle va devenir la maison parfaite parce qu'elle va te ressembler. Bah, c'est un peu pareil pour une entreprise. Donc déjà, tu définis des critères qui vont être importants pour toi et puis ta capacité financière pour aller chercher l'entreprise la plus adaptée. Après, tu vas commencer à regarder qu'est-ce qu'il y a sur le marché, quelles entreprises je suis en mesure de trouver pour te positionner après en faisant peut-être une offre d'achat. Mais avant de faire une offre d'achat, tu vas rencontrer le cédant. Tu vas déjà voir s'il y a un bon fit. Tu vas avoir plusieurs échanges. Donc, c'est un peu, moi, je fais le parallèle avec, tu vas visiter plusieurs fois la maison avant de te dire, est-ce que c'est la maison sur laquelle j'ai envie de me positionner. C'est pareil, tu vas rencontrer plusieurs fois le vendeur, une relation va s'instaurer, tu vas avoir accès peut-être à certains états financiers pour regarder, faire ton analyse financière, voir si ça a du sens, pour ensuite faire ce qu'on appelle ta lettre d'intention. C'est vraiment ta première proposition d'achat. Et la lettre d'intention, elle est chiffrée, mais elle est aussi conditionnelle. Elle est conditionnelle à l'obtention de financement. Elle est conditionnelle peut-être à ce qui est ce qu'on appelle une balance de prix de vente. Ce qu'on disait tout à l'heure, quand le vendeur propose de financer une partie de l'acquisition, c'est ça qu'on appelle la balance de prix de vente. Conditionnelle à ce que le vendeur demeure dans l'entreprise pour une période, je sais pas, de 1 an, 2 ans, pour que la transition s'y se fasse. Donc, tu mets aussi tes conditions. Et à partir du moment où il y a un terrain d'entente qui est trouvé, souvent le vendeur va signer cette lettre d'intention. Ça reste une lettre d'intention, c'est pas un acte d'achat final. Une fois que la lettre d'intention est signée par les deux parties, tu vas rentrer en période de vérification diligente. Donc c'est là où, en tant qu'acheteur, et ça c'est un point important aussi qu'il faut avoir à l'esprit, tu vas mandater différents experts. Donc ça va être des comptables, des CPA, ça peut être des avocats, ça peut être parfois des personnes au niveau RH ou des psychologues industriels. Tu vas mandater des personnes pour faire la vérification en profondeur de l'entreprise. Ce que je compare souvent à l'inspection un petit peu de la maison ou du condo que tu vas acheter. C'est là où tu vas t'assurer que rien ne t'échappe, que tu vas vraiment dans le détail de tous les bilans financiers, tu vas dans les détails légaux pour t'assurer que rien ne t'échappe, parce qu'une fois que tu auras acheté l'entreprise, tu n'auras pas beaucoup la possibilité de revenir en arrière. Je rajouterais les RH aussi. Oui, Tu et sais, les RH, ouais, c'est ce que je disais, parce que les RH, c'est essentiel. Scanner aussi, c'est quoi le staff en présence, c'est quoi les forces en présence également. Est-ce qu'il y a des personnes sur lesquelles je peux m'appuyer? C'est important parce que quand tu fais cette vérification diligente, si tu vois qu'il y a 2 employés clés qui partent à la retraite dans 1 an, ça, c'est un flag aussi qu'il faut avoir à l'esprit de dire, oula, je n'ai peut-être pas identifié. C'est-à-dire que là, il faut que j'embauche 2 personnes qui vont devoir remplacer 2 employés qui ont 20 ans d'expérience, qui connaissent vraiment bien la boutique. Donc ça aussi, c'est un enjeu. Donc, il faut vraiment que tu fasses ton inspection en profondeur et t'assurer que rien ne t'échappe avant justement de faire ta proposition finale, parce que c'est là où tu peux avoir des leviers de négociation aussi. Si tu vois ça a soulevé certains enjeux, cette vérification, ça te permet d'avoir des leviers de négociation pour dire, je t'avais proposé autant initialement, mais prenons en considération ça. J'ai revu mon prix un petit peu différemment pour que ça fasse du sens.
Même chose qu'une inspection d'une maison. On a remarqué A, B, C, D, on revoit le prix, puis des fois, il peut y avoir des bonnes surprises aussi, là. C'est pas Ah juste bah des mauvaises exactement. surprises qu'on peut voir, là. Exactement. Puis des fois, tu dis, bah, regardez, vraiment, c'est vraiment une super belle entreprise et tu maintiens ton prix. Donc, le but, c'est pas de négocier ton prix final, c'est de négocier, c'est avoir un prix qui fait du sens C'est et d'être pour le vendeur confortable et avec pour l'acheteur. l'achat. Exactement. Exactement. Et comme tu disais, si tu sais que tu dois changer le toit dans un an et que ça va te coûter un 25 000, bah, tu vas le faire jouer dans ton offre finale après l'inspection. C'est exactement le même principe. Super. Fait que là, on a vu. Puis c'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes. Une fois Euh, que qu'on ouais. On sait on sait que l'entreprise est bonne. on sait que C'est quoi qui se l'entreprise est passe bonne. après? Bah après, tu fais ton offre d'achat finale et puis tu finalises la vente en considérant, parce que ça c'est un point important, le post-transfert, parce que c'est bien d'avoir acheté, mais il faut penser aussi à l'après. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu arrives dans une entreprise que tu viens de racheter, où la grande majorité des employés travaillaient avec le même boss depuis pas mal d'années. Bah là, il faut qu'il y ait une transition qui se fasse. Il faut dire, bah, c'est quoi ton style, qui tu es, et justement le fait d'avoir une transition qui se fasse avec le vendeur, c'est à considérer. Et tout ça, même justement, combien de temps va rester le vendeur dans l'entreprise, qui va rester 3 mois, 6 mois, un an, 2 ans, ça fait partie de la négociation globale. Finalement. Donc, quand je dis que tout se négocie, c'est pas juste une question de prix, c'est la période de transition, Le salaire de la transition. le salaire de la transition, parce qu'il faut le considérer après dans tes projections financières, de dire bah ok, moi j'arrive, bah, peut-être que le salaire de la transition, ça va peut-être aller au vendeur, et puis toi, bah, tu vas peut-être avoir un salaire inférieur à ce que tu projetais initialement, parce que c'est plus important de faire cette transition que de dire bah, je me prends un très bon salaire dès le départ. Et d'ailleurs, je voudrais sensibiliser les personnes qui nous écoutent. Euh, c'est super de reprendre une entreprise. Il ne faut pas non plus penser que c'est parce qu'on prend une entreprise que dès le jour 1, on se verse un salaire très confortable. C'est pas forcément le cas parce que on va se faire financer, on va devoir rembourser bah, des différents emprunts qu'on aura contractés. On aura peut-être versé un salaire aussi au vendeur qui reste dans l'entreprise. Donc, toi, en tant qu'entrepreneur, tu es la dernière personne à considérer dans l'argent qui va rester pour dire bah, moi, je prendrai ce qui reste. Donc, t'es à la fin de la liste pour dire bah, je suis la dernière personne à qui on va verser de l'argent quand on Puis, rachète une entreprise. Puis ça, c'est tellement mal divulgué en ce moment sur les médias sociaux où est-ce qu'on voit les entrepreneurs se promener en Lamborghini, en Ferrari, avec les grosses maisons. Mais la réalité, c'est que la plupart des entrepreneurs, ils ne se versent pas des gros salaires. Ça prend 5, 7, 8, 10 ans de développer ton entreprise. Fait que si tu ne rajoutes pas, tu développes la première année, tu vas avoir fait Exact. peut-être, tu vas même peut-être avoir une super bonne année financière, mais il va falloir que tu finances ton cash flow, il va falloir que tu finances ton inventaire, il va falloir que tu finances ton transfert, il va falloir que tu te crées un fonds de roulement. Ta deuxième année, la même chose. Si tu as une bonne croissance, ça coûte plus cher en cash flow, etc. Alors, c'est d'être conscient de ça aussi. On va pas. La partie pécuniaire est importante, il faut que les chiffres arrivent, mais c'est pas le lendemain que tu vas te mettre riche. Puis je trouve que tu as fait un super de beau disclaimer de ce côté-là. Puis j'aimerais le faire at large dans la philosophie divulguée dans les médias sociaux actuellement. Puis il faut conclure rapidement. Si on parle de Déjà, délai ça là, va vite. entre le début et la fin de la transaction, là, un délai normal. Là. Moi, je te dirais que quand tu es acheteur, il faut que faut que tu aies au moins ce projet sur au moins 2 ans, je te dirais. Au moins 2 ans. Parce que ça peut aller vite si tu trouves la bonne entreprise, mais tu vas frapper des murs à plusieurs moments. Tu penses avoir trouvé la bonne entreprise, puis tu vas te rendre compte que c'est pas celle-ci, et donc tu vas te positionner pour finalement derrière te dire, bah, je repars de zéro, je reprends une entreprise. C'est des histoires d'entrepreneurs qui sont avancés dans des processus avec 2 entreprises, 3 entreprises avant de trouver la bonne. On en a à foison. On en a à foison, c'est très très courant. puis, Donc tu trouves jamais la bonne entreprise du premier coup, rarement puis en tout cas. moi, je rajouterais aussi, une fois que tu as fait que la lettre d'intention est signée, puis la transaction finale, il y a un délai aussi à ce moment-là. Là. Et ça peut être long. Ça peut être long parce que déjà, t'es pas tributaire des délais. C'est en fonction bah, de ce qui t'a vérifié. Et donc, plus l'entreprise est grosse, plus ça peut être long aussi
à considérer. Donc, dis-toi qu'une fois que tu as fait ta lettre d'intention, il peut s'échelonner 3 à 6 mois et peut-être parfois plus si l'entreprise est importante avant de finaliser la transaction. Donc, ça aussi, il faut l'avoir à l'esprit. Je rajouterai un petit point aussi, c'est que on fait appel à des experts quand on achète une entreprise. Faire appel à des experts, c'est pas gratuit. Ça nécessite un petit peu d'argent aussi. Et des fois, c'est un frein pour les entrepreneurs parce qu'ils disent tiens, mais est-ce que je vais dépenser de l'argent pour ces experts-là? Et là, j'ai envie de dire, c'est pas une dépense, c'est un investissement des experts. Dans le sens où vaut mieux mettre plusieurs milliers de dollars en fonction de la taille de l'entreprise avec des experts pour finalement dire non, je vais pas acheter l'entreprise, que dépenser, dire non, je skip les experts et puis tant pis, je me lance à cette entreprise. Une fois que tu as dépensé, tu t'es fait financer 1 million de dollars et tu dis j'ai peut-être fait une bêtise, tu auras peut-être dû dépenser une coupe de 10 000 en amont et dire finalement, je n'y vais pas. Donc, il faut le voir vraiment comme un investissement. Et puis, il existe aujourd'hui un programme d'ailleurs qui a très récemment été lancé en lien justement avec le MEI qui s'appelle Accès Expert et qui prend en charge une partie des frais experts quand on est dans une démarche d'acquisition. Il ne faut pas que le transfert soit acté, il faut vraiment qu'on soit en démarche, il peut être avancé et il y a un comité qui vérifie tout ça pour s'assurer que la démarche est bonne, mais ça peut être une option à envisager quand ça peut être un frein. Puis ça, le fonds Accès Expert est géré par le CETEC. Puis je rajouterais que Ouais. la préparation du financement, la préparation des finances pour l'acquisition, on en a parlé, il y a plusieurs délais. Ça peut être 2 ans. Après la lettre d'intention puis le rachat, ça peut être 3-6 mois. Mais pendant ce temps-là, tu as peut-être donné ta démission à l'emploi où est-ce que tu travaillais pour y aller. Il faut prévoir ces budgets-là. Il y a énormément de planification. Puis c'est là que le CETEC joue son rôle. Il va vous aider à vous préparer. Ils vont vous aider à bien réfléchir, à faire votre pitch, à être laser dans votre stratégie, à vous aider à trouver les entreprises, autant ceux dans l'index que ceux qui ne sont pas dans l'index. Exactement, c'est définir c'est quoi la cible, c'est quoi ta cible d'entreprise et que nous, tant mieux si tu as trouvé avec CETEC, mais aussi c'est aussi t'aider à pouvoir la trouver ailleurs s'il le faut. Nous, on veut t'aider dans ton projet, que ce soit trouvé dans notre index ou ailleurs, c'est pas ça qui est important, c'est que nous, on apporte une valeur ajoutée à ton projet de reprise d'entreprise. C'est vraiment ça. C'est offrir la meilleure chance de succès. Référer des experts aussi. On a parlé, ça prend une panoplie d'experts. Savoir est-ce que mon expert, c'est un bon expert? Est-ce que je fais confiance, pas confiance? Est-ce que c'est sa première transaction? C'est quoi ses billets dans la transaction? Ils sont là pour aider dans le transfert. Écoute, nos découvertes pour entrepreneurs sont supposées durer 30 minutes. Là, ça fait 47 minutes qu'on parle. Désolé, je suis bavard. Il n'y a pas de problème. C'est pareil pour moi. C'est un sujet qui me passionne. Mais je voulais démystifier plusieurs sujets aujourd'hui. Puis je pense qu'on a fait le tour. En résumé, le rachat d'entreprise, c'est une super de belle option pour se lancer en affaires, pour grossir son entreprise. C'est beaucoup plus accessible qu'on pense. Il y a plusieurs projets financiers créatifs. On n'est pas obligé d'acheter l'entreprise au complet. On peut acheter simplement quelque part de l'entreprise, commencer, regarder dans l'entreprise, premièrement, où est-ce qu'on est, dans les entreprises autour de nous, dans les entreprises qu'on aime. Vous aimez magasiner à quelque part, là, vous rencontrez le propriétaire à plusieurs reprises. Vous voyez que 2-3 jours consécutifs, il y a de l'air bien fatigué, il est cinquantaine avancée. C'est une discussion que vous pouvez lui dire. Hey, regarde, t'es ma boutique préférée, là. As-tu une relève? Ça se pose comme question, c'est qui ta relève? S'il dit, hey, j'ai pas de relève, il y a peut-être une opportunité à trouver un acheteur potentiel. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne chance dans vos recherches. Je vous souhaite de vous informer. Si vous ne savez pas si c'est fait pour vous, allez au CETEC. Si vous êtes sûr de vouloir faire une transaction, allez au CETEC. Si vous voulez céder votre entreprise, allez au CETEC. Puis si vous voulez être accompagné dans la transaction aussi du côté humain, le réseau Mentorat est là pour vous. J'aimerais remercier aussi nos autres partenaires. Le CETEC et le réseau Mentorat, c'est des partenaires avec nous. On choisit nos partenaires parce qu'on croit en leurs valeurs, on croit en leur mission. Et il y a le programme Persévérance qui sont là aussi pour les entrepreneurs en difficulté. Il y a le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et bien sûr la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alliance Entrepreneur. Un gros merci, Charles-André, pour ton temps. J'espère que vous avez aimé la discussion. Après 48 minutes, si vous nous écoutez encore, ça veut dire probablement que vous avez aimé quelque chose. Si vous n'avez pas aimé, je m'en excuse amplement. Mais si vous avez aimé ça, laissez un commentaire, une note en étoile, partagez le podcast, envoyez ça à quelqu'un. Quelqu'un vous a parlé, hey, j'aimerais ça me lancer en affaires, mais je ne sais pas par où commencer. Référez ce podcast-là. Le transfert d'entreprise, c'est une super de belle option pour se lancer
lancer en affaires. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis on se reparle la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs.